Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, même si on met le gros titre « Théorème fondamental de l'algèbre », ben non, si tu veux faire la topologie différentielle, tu peux quand même. Donc, ça va être ça notre première étape. Aujourd'hui, ça va être d'essayer de prouver le théorème fondamental de l'algèbre. Mais juste avant, comme au fur et à mesure, j'ai quand même énoncé des résultats qui sont peut-être vrais dans une plus grande généralité. Je vais juste prendre un petit 5 minutes pour genre mettre les bases de géométrie différentielle, dire c'est quoi une variété, qu'est-ce qu'on entend par lisse, par un difféomorphisme et toute cette base-là. Donc on va faire ça vraiment informellement, pas de grosse définition, et on y va tout de suite. Donc pour commencer, on va prendre, mettons, une sphère, et on va prendre une sphère bizarre. Et l'idée, c'est qu'on veut, d'habitude, qu'on a des fonctions de Rn dans Rn. On veut pouvoir définir, par exemple, la dérivée, c'est quoi une fonction lisse, c'est quoi ce genre d'affaires. Donc, on va, mais sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas des ouverts. Donc, il faudrait trouver un moyen de quand même arriver à faire des définitions qui sont efficaces sans avoir ça. Donc, la définition, d'abord pour dire qu'une fonction est lisse, dans le cas d'une fonction entre ouvert de Rn, on va dire qu'une fonction est lisse si toutes les dérivées partielles de tous les ordres possibles existent et sont continues. Et là, pour dire qu'une fonction entre variétés est lisse, tout ce qu'on va demander, c'est que pour chaque point de notre ensemble, on soit capable de prendre un petit ouvert dans l'espace ambiant. Donc là, mettons qu'on est dans la sphère de R2, on va regarder dans l'espace de R3, et on va demander que autour de ce point-là, il existe une autre fonction. Donc mettons que ça, c'est notre fonction, c'est petit f. On va demander que grand F soit défini sur cet ouvert à valeur dans l'espace d'arrivée. Et on va demander que cette fonction-ci corresponde à petit f sur l'ouvert. Donc si j'appelle l'ouvert U, on veut que la restriction de grand F à U, ça soit notre petit f. Donc ça, on demande ça. Et si cette fonction-là, grand F, est lisse, alors on dira que notre fonction petit f est lisse. Donc première définition. Super. Maintenant, on va pouvoir définir c'est quoi un difféomorphisme. Donc un difféomorphisme, ça permet de voir c'est quoi qui préserve la structure quand on parle de dérivée. Quand on est dans le champ du différentiel. Et donc, une fonction, un difféomorphisme, c'est une fonction lisse, f lisse, mais en plus que f soit lisse, on requiert que f-1 existe et soit lisse. Donc, le fait que f-1 existe, en plus, ça nous demande que f soit bijectif. Donc ça, c'est pour un difféomorphisme. Donc, parfait. Ensuite, maintenant on peut dire c'est quoi une variété. J'ai déjà employé ce mot quelques fois. Une variété, c'est juste une généralisation de ce qu'on pourrait appeler une courbe ou une surface, dans toutes les dimensions. Donc, et qu'est-ce qu'on veut dire par variété? On veut dire que, mettons, la sphère, le critère important, c'est que autour de chaque point, si on zoome assez, ça ressemble à l'espace euclidien, d'une dimension certaine. Ça peut pas être parfois, mettons, un espace euclidien de dimension 2 et parfois un espace euclidien de dimension 1. Il faut que ça soit la même dimension partout. Donc, dans le cas de la sphère, la dimension de l'espace euclidien, c'est 2, parce qu'autour de chaque point, on peut regarder, par exemple, un plan proche de là, et ça va nous dire, et on peut trouver un difféomorphisme qui va envoyer les points de la sphère vers les points du plan. C'est ça qu'on appelle une variété. Et donc, le dernier truc qu'on doit définir, c'est la différentielle d'une variété. Et intuitivement, comment on va voir, c'est que si notre fonction f, on voit un point, mettons, ce point-ci ici, on regarde les espaces qu'on appelle l'espace tangent, qui est genre le plan qui approxime le mieux la variété autour du point.
on regarde de chaque côté et la différentielle qu'on va noter df avec l'indice, le point considéré, ça va être une fonction de cet espace tangent à cet espace tangent et qui va, c'est la fonction telle qui va le mieux approximer la fonction originale, mais de façon linéaire. Donc ça va être notre différentiel. Je ne vais pas donner plus de définition que ça reste très lousse, mais ça va faire la job pour aujourd'hui. Maintenant, on peut aller prouver le théorème fondamental. Et donc, ce qu'on veut prouver, c'est que tout polynôme à coefficient densé possède au moins un zéro. Donc, ça va être ça notre objectif. On ne va pas prouver que c'est exactement le nombre de racines ou le degré. On va se contenter de ça. Pour commencer, on pourrait se demander pourquoi un zéro. Pourquoi pas genre un autre nombre, genre 3. Donc, on va prouver autre chose. On va prouver que si on considère le polynôme complexe, on va relier ça avec le plan là, classique. Donc, on va dire R2. À x, on envoie P de x. Et on va montrer que ça, c'est surjectif. Parce que, ben, comme je l'ai dit, n'importe quel point devrait marcher. Donc, autant montrer que c'est surjectif. C'est notre but. C'est de montrer que c'est surjectif. Là, la prochaine étape est un peu compliquée. Parce que demande, genre, de changer d'identité. On s'appelle John Milnor, une seconde. Le gros boy qui a fait, genre, plein de topologies. Et là, on décide de se dire, ben, j'aime pas le plan comme ça, je vais passer à la sphère. Et là, la raison, genre, moi, je la vois pas trop. Une fois qu'on connaît le résultat, ça marche. C'est comme yes, mais l'étape, je sais pas comment il fait pour y passer. Donc, on a un polynôme. Le problème, c'est que le plan, il est pas compact. Et on aime bien les espaces compacts dans la vie. Donc, on va aller chercher on va définir une autre fonction que P, mais telle que si P est surjective, F est surjective, si F est surjective, P est surjective. Et notre but, c'est avec notre fonction F soit définie de la sphère dans la sphère. Donc, la sphère, c'est, je considère le truc de dimension 2, là, la coquille, dans l'espace euclidien de dimension 3. Et donc, pour faire ça, on va utiliser la projection stéréographique. Et je ne vais pas donner la formule, mais tout se calcule très bien. On va juste considérer l'image suivante. Donc, imaginons qu'on a notre sphère. On va mettre notre plan, un plan ici. Je sais pas que je peux faire ça. On va dire que c'est clair. Et on va considérer le pôle nord, qui est le point 0, 0, 1. Et pour chaque point de la sphère, disons ce point-ci, x, on va tracer la ligne droite qui part du pôle nord à travers x. Ça va aller à un point du plan. On va noter ce point-là h plus de x. Et ça, c'est notre projection stéréographique. Donc, on voit que, à part pour ce point-là, qui lui est envoyé nulle part, parce que la droite entre le point et le point n'a pas de sens, mais tous les autres points sont en correspondance un pour un avec le plan. Donc le plan, c'est R2, 0. Donc jusqu'à là, tout va bien. Super. Donc la prochaine étape, c'est de compléter c'est quoi notre fonction. Et donc comment on va la définir? On va la définir en deux morceaux. Si jamais notre point X de la sphère n'est pas le pôle nord, donc, on va dire que notre fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord prendre un point, l'envoyer sur le plan, faire le polynôme et la ramener sur la sphère. Donc, comme on peut l'écrire, ça va faire l'envoyer
le polynôme et le ramener. Et si jamais on est au pôle Nord, on va juste dire que ça reste au pôle Nord. Et là, normalement, il y a une petite vérification à faire. Il faudrait s'assurer que cette fonction soit lisse. Le truc, c'est que ça va être un peu de calcul pour pas grand-chose. C'est vraiment du détail, du gossage. Il faudrait le vérifier. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste dire dans les grandes lignes comment on peut faire ça. La première idée, c'est que si on est loin du pôle Nord, on n'a pas trop de problème à avoir que ça va être lisse. Parce que si je bouge un peu mon point ici, ça va bouger un peu là. Le polynôme est lisse lui aussi. Et la projection aussi est lisse dans l'autre sens. Tant qu'on est loin du pôle Nord, le fait que le polynôme soit lisse et que la projection aussi, loin du pôle Nord, tout va bien. Vraiment aucun problème. Le problème, c'est quand on est proche du pôle Nord. Et là, ben, l'idée, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde de l'autre bord. On se met, au lieu de regarder dans le pôle sud, on considère la fonction, mais au lieu qu'on regarde du pôle nord, on considère la fonction, mais du pôle sud. Et on définit, mettons, une autre fonction qui va être, si j'ai noté par H plus pour la projection du pôle nord, si je la note par H moins la projection du pôle sud, donc je peux dire que ça serait H moins F H moins 1. Là, j'ai un doute. Le moins 1 est là ou là. Ça ne change pas grand-chose. Il faudrait que je vérifie ça. À ce détail près. Et le truc qu'on peut voir, c'est que si on déballe le F avec cette définition, on va avoir des H plus, H moins, moins 1. Et ça, l'effet que ça a, c'est simplement de prendre le point et genre, tu le ramènes, tu fais genre l'inversion par rapport au cercle. Donc, si jamais on est à un point à l'extérieur, on va juste un point sur le plan complexe. L'effet de, mettons, H plus H moins moins 1 de Z, ça va être égal à Z divisé par le module de Z au carré. Donc ça, c'est l'effet. Et donc, si on déballe ça, avec cette formule ici, et qu'on calcule explicitement qu'est-ce que ça donne, on va voir que ça va être lisse et il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas le faire, on va sauver 10 minutes de temps pour ça. Donc, maintenant, on a notre fonction de la sphère dans la sphère. Et notre but, ça va être de considérer les valeurs critiques, ce qu'on appelle. Les valeurs critiques, c'est tous les... D'abord, pour définir les valeurs critiques, on va regarder c'est quoi les points critiques. Donc, si on a une fonction comme ça, quand je parle de valeur, ça va être dans le codomaine. Quand je parle de point, c'est dans le domaine. Un point est critique si la dérivée de ce point-là, la différentielle, est pas un isomorphisme en soi. Donc, si on calcule le déterminant de la différentielle et que c'est 0, là, il y a un problème, c'est un point critique. Si c'est pas 0, c'est un point régulier. Et pour dire que si on regarde plutôt les valeurs, pour dire que c'est une valeur critique, il suffit qu'il y ait un point critique dedans. Et si c'est une valeur régulière, il faut que toutes les points dans la préimage de cette valeur soient des points réguliers. Donc, avec ça en tête, je vais devoir donner un petit lemme qui va nous permettre de poursuivre l'argument. Le lemme est le suivant. Si on a une fonction entre deux variétés de même dimension, donc avec le domaine compact, et on prend y
dans N une valeur régulière. Alors, on a deux choses qui sont vraies. La première, c'est que si on regarde la préimage de cette valeur régulière, comme ensemble de points, c'est pas nécessairement un pour un, c'est pas la fonction, c'est vraiment la préimage de l'ensemble des points, est finie. Donc, mettons que je dis la taille est finie. Et la deuxième, c'est de dire que si on regarde justement la taille, dans un petit espace proche, ça va toujours être la même taille, tant qu'on reste dans des valeurs régulières. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire ça? C'est que si je regarde par exemple, donc une fonction de réel non réel, même dimension 1, dimension 1, c'est des variétés, trivialement. Là, on n'a pas le truc compact, mais genre, on va juste restreindre à un bout, donc on va être bien correct. Et mettons que je regarde une valeur, ici, y. Le premier truc qu'on veut s'assurer, c'est que le nombre de points dans la préimage est fini. Donc, ici, il va y avoir 2 points qui correspondent. Et le deuxième truc, c'est que si jamais je bouge un petit peu, donc je regarde la valeur ici, je vais encore avoir 2 points. Du moment que je passe pas par une valeur critique, les endroits où la dérivée vaut 0, où là je pourrais passer de 2 points à rien du tout. Donc, si on peut l'écrire, ça veut dire qu'il existe un voisinage qui contient la valeur y, tel que pour tout y' dans ce voisinage, notre fonction évaluée en y est la même que notre fonction évaluée en y'. Donc, ça, c'est deux propriétés vraiment importantes. On va donner vite fait l'idée des preuves. Ça, tant pis pour ça. Pour prouver le premier. Première affaire qu'on remarque, c'est que j'ai demandé que M soit compact. Et donc, la prime Y, c'est un point, donc compact. Et donc, la primage de Y doit être compact aussi. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qu'on va... Wait. Ah oui, deuxième élément, c'est que j'ai oublié de vous présenter, donc je vais vous présenter vite fait. Mais c'est très connu. Tout ce que ça dit, c'est quand on a une valeur régulière, ici, proche, on a un difféomorphisme. Qu'est-ce qu'on entend? Donc, localement, quand la dérivée n'est pas singulière, on a un difféomorphisme. Donc, la fonction est bijective notamment. C'est vraiment ça le point important. Donc, on peut trouver un petit endroit ici que ça, c'est envoyé vers ça de façon difféomorphique. Et de même pour les autres points. Donc, on va avoir besoin de ces deux trucs. Donc, avec le fait que c'est un difféomorphisme, ça veut dire que pour si on regarde toutes les x de la préimage, mettons qu'on dit qu'il y en a une infinité de x, on va x1, x2, on peut prendre une suite de ça c'est notre suite, on peut en extraire une sous-suite qui va converger, parce qu'on est dans un compact. Donc on peut dire par exemple que xn va tendre vers x, et chaque point, tout ça, ça va être élément de f-1 de y. Mais comme on a dit, f-1 de y, chacun des points là, c'est des difféomorphismes. Donc, ils sont bijectifs sur un petit intervalle.
Mais sauf que x est dans 1, donc en particulier sur un petit intervalle, ça doit être le seul x qui est envoyé vers y. C'est une bijection. Donc comme x est dedans, x est le seul point pour un voisinage, disons U, qui est envoyé à Y. Mais alors, comment nos xn peuvent tendre vers x? Je veux dire, le fait de tendre, c'est de dire que peu importe le voisinage qu'on prend, on va toujours avoir des xn dedans. Mais on vient de dire que c'est le seul qui est dedans. On a une contradiction. Donc, si on ne peut pas en avoir une infinité, on en a un nombre fini. Ça a à peu près de l'allure? Super. Et pour le deuxième point, je vais le faire graphiquement. Donc, on a déjà dit que à chacun, quand notre dérivée n'est pas zéro, on peut avoir un difféomorphisme. Donc, pareil, on va faire la même étape ici. On a, par exemple, ici c'est un difféomorphisme, ici c'est un difféomorphisme. Donc là, on veut trouver un voisinage sur lequel on va avoir 2 points. Donc la première idée, c'est, on peut se dire, on va prendre l'intersection de ces deux trucs-là, mais ça va marcher. Parce qu'on sait que, comme c'est un difféomorphisme, à chaque fois, on en aura un. Donc, la primage va donner 1 ici, 1, 2. Tout va bien. Il faut juste faire un petit peu attention, parce que si je regarde, mettons mon intervalle, il y en a là, par exemple, des points là, qui n'ont juste pas rapport. Donc, il faut juste s'assurer d'exclure les points qui seraient proches, mais qui arriveraient jamais, qui traverseraient pas nécessairement la valeur. Donc, on va juste faire attention à ça. Ça peut pas juste la frôler, parce que sinon, on ne serait plus à une valeur régulière. Il faut vraiment que ça la traverse. Donc, ou bien ça la traverse, ou bien ça passe proche. Ça passe proche, on veut juste pas considérer, on prend plus petit. C'est pas un problème, on peut toujours faire ça. Et si ça traverse, ça va être inclus parce que ça va être un difféomorphisme. C'est good? Donc maintenant qu'on a ce théorème-là, on peut continuer avec la preuve. Et notre preuve, on était rendu au point où on avait construit notre fonction de la sphère dans la sphère. Et là, l'idée, c'est qu'on va regarder les valeurs régulières de ça, ça ressemble à quoi. Le truc, c'est que comme on a un polynôme, P, combien de fois ça peut s'annuler quand on prend la dérivée? Combien de fois la dérivée s'annule? Au plus, le degré du polynôme moins une fois. Parce qu'on dérive, donc on pourrait calculer la dérivée, ça va être la somme des termes avec des trucs, on descend l'indice, et là il faudrait machin là, à peu près, ça va redonner un polynôme, et le polynôme, lui, va s'annuler un certain nombre de fois et ça sera tout. Donc, une fois qu'on voit que le nombre de valeurs régulières n'est pas infini, on sait que si que le nombre de valeurs régulières est infini, mais le nombre de valeurs critiques, les points où ça s'annule, c'est un nombre fini de points critiques, de valeurs critiques. Donc, on va avoir un nombre infini de la sphère. Tout ce qui va rester, ça va être des valeurs régulières. Donc, S2 moins l'ensemble des valeurs critiques. Ça, on a dit que c'est fini. Et donc, tout ça, ce qui est important de voir, c'est que c'est connexe. Je ne vais pas le prouver, ça se fait bien. C'est fun. Donc, on a que notre sphère, c'est connexe. Mais là, on va appliquer notre lemme ici sur notre fonction f. De la façon suivante. Si on suppose que f n'est pas surjective, le truc que ça veut dire,
c'est que il va exister un Y donné, un Y dans notre sphère, tel que... Ah, ok, j'ai oublié un... Merde. J'ai oublié un petit détail. Dans la définition des valeurs régulières, il faut... Si jamais une valeur régulière n'a pas de préimage, on appelle quand même ça une valeur régulière. Donc, c'est juste pour... Et là, je vais juste regarder un truc qui me dérange. Donnez-moi une seconde. Ok. Ok, donc c'est ça. Pour terminer l'argument, il va exister une valeur dedans, telle que le nombre de préimages, c'est 0. Ça, c'est par définition, comme c'est pas surjectif. Cette valeur-là, puisque le nombre de préimages, on a dit que c'est une chose qui était localement constant, ça veut dire que sur un voisinage, c'est localement constant, mais sauf que le truc, c'est que notre espace est connexe. Donc, une fonction localement constante sur un espace connexe, c'est constant partout. Donc, ça voudrait dire que partout, notre fonction n'a aucune préimage. En d'autres termes, ça voudrait dire que notre polynôme, on voit ce qui est envoyé est envoyé vers les valeurs critiques. Clairement, c'est pas le cas. Notre polynôme, à moins que notre polynôme soit constant, n'envoie pas toutes les valeurs vers les valeurs critiques. Et donc, on a notre contradiction qu'on voulait. On vient de montrer que notre fonction f est surjective, parce que sinon, ça implique que partout, par la deuxième partie du lemme, il n'y a aucune préimage. Et avec ça, ça conclut l'argument. Donc, on a prouvé quand même assez tranquillement quelques détails, quelques trucs un peu bizarres. Si on voulait tout faire rigoureusement, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Là, il faudrait vérifier quand même quelques autres choses. Mais au moins, l'idée est là. Et donc, avec cette preuve, ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, c'est quand même intéressant de regarder cette affaire-ci. Les préimages d'une valeur régulière, c'est quelque chose qui semble assez intéressant et qu'on pourrait se dire, à la suite de cette preuve, qu'on aimerait ça, que ce soit pas seulement localement constant, mais ça serait bien si on arrivait à en faire plutôt un invariant plus global. Parce que là, la preuve va fonctionner comme du monde parce qu'on avait le fait que ça soit connexe, qu'on enlevait les valeurs critiques. Mais sauf que ça sera jamais... Là, c'est un bel accident parce que on peut montrer que ça va s'annuler seulement un certain nombre fini de fois et tout va bien. Mais sauf que si on veut montrer des choses dans une plus grande généralité, on va avoir besoin du fait qu'on peut passer outre le fait que ça soit connexe et juste définir les choses plus globalement. Et donc, notre but, ça va être de définir une certaine variante du nombre de préimages qu'on va appeler le degré. Et le degré, la propriété qu'on va vouloir, c'est que peu importe la préimage, pas seulement dans un petit voisinage, peu importe la préimage qu'on va choisir, il faut que le degré, genre le nombre de préimages modifiées, ça soit toujours le même. Donc ça va être ça qu'on va essayer de faire durant le reste de cet exposé. Je vais juste regarder combien de temps il me reste, à peu près. Super. Et je vais boire une petite gorgée pour vous laisser vous remettre de tous vos esprits.
Donc, vu qu'on vient de dire que c'est intéressant de regarder la préimage des valeurs régulières, normalement, la première étape, ce serait de se demander à quel point c'est commun les valeurs régulières. Est-ce que, genre, c'est un petit truc rare, que, genre, au final, on va faire beaucoup de travail, on va développer une théorie, mais qu'on pourra juste appliquer une fois par, genre, 1000 siècles? Ou est-ce que, au contraire, on en a beaucoup et on va vraiment pouvoir les utiliser? Là, c'est un des gros résultats du livre que je lis, là, le livre de Milnor, Topology from the Differential Viewpoint. Mais le petit problème, c'est que la preuve est comme pas très agréable et je l'ai juste skip pour l'instant. Je vais la lire vers la fin. Donc, je vais juste vous dire le résultat. Le résultat est le suivant. Si on considère une fonction plus générale, où on requiert plus que nécessairement il y a des critères de dimension. Là. Le M est quelconque, la dimension des deux variétés est quelconque. On va dire que l'ensemble des valeurs critiques a une mesure 0 dans N. Et ah oui, maintenant, pour dire c'est quoi une valeur critique, c'est encore une fois, on passe par les points. Je vais pas réexpliquer toute la. On passe par les points critiques et donc si c'est s'il suffit d'avoir un point critique pour avoir une valeur critique, et si tous les points sont réguliers, on va appeler ça une valeur régulière dans la préimage pour une valeur donnée. Mais le truc, c'est que là, on n'a plus la même dimension, donc on peut plus simplement se. Donc, si on regarde, par exemple, le différentiel comme une matrice aussi, encore une fois, ou comme une transformation linéaire, le critère, ça va plus que ça soit être un isomorphisme ou non, ça va être que le rang soit maximal ou non. Donc, si le rang est maximal, on va dire que c'est régulier. Autrement, on appelle ça critique. Donc, régulier égale le rang de dfx maximal. C'est bon? Donc, et comme moi je sais pas trop c'est quoi mesure 0, tout ça, je vais utiliser plutôt le corollaire suivant qui va dire que l'ensemble des valeurs régulières cette fois, car après tout c'est de ça qu'on veut parler, est dense. Dans N. Donc, peu importe où on regarde, du moment qu'on prend un petit voisinage, on va être capable de trouver notre valeur régulière qu'on veut. Donc, on est rassuré, on en a en masse des valeurs régulières, beaucoup plus que des valeurs critiques, et on a besoin d'un autre résultat que je vais donner sans preuve, qui reflète l'idée suivante. Quand on avait nos deux variétés de même dimension, et qu'on a regardé la préimage, ça nous donnait des points. Maintenant, si on regarde par exemple un truc comme une sphère, et qu'on regarde la fonction qui va l'envoyer sur ce segment, et qui, c'est juste la projection. Donc, ce point-là est envoyé là, ces deux points-là vont être envoyés ici. Donc, on fait juste projeter directement. On regarde, mettons, un point, et on regarde c'est quoi la préimage de ce point. Et ce qu'on va constater, c'est que la préimage de ce point, ça va être un cercle ici. Le cercle, notre sphère est de dimension 2, notre droite est de dimension 1. On regarde la préimage, ça nous donne une variété de dimension 1. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si on a une fonction f d'une variété avec ça de dimension petit m dans une variété de dimension petit n et qu'on regarde y dans n une valeur régulière, alors f
moins 1 de y, la préimage, c'est une variété de dimension m moins n. Donc, ça a de l'allure. Les deux exemples qu'on a vus, nous confortent dans cette idée-là. Et on peut généraliser très légèrement ça, apprendre, on peut définir une classe plus grande de variétés, les variétés avec bord. Et donc, l'idée, c'est que, par exemple, pour la sphère, on pourrait rajouter l'intérieur et appeler ça quand même une variété juste en disant avec bord, pour peu que chaque point ressemble à un demi-espace euclidien, au lieu de l'espace euclidien complet. Donc, on inclut, par exemple, le bord ici. Ça va nous permettre, et tous les points qui vont être envoyés par le difféomorphisme du début, qui vont être envoyés ici, ça va être précisément les points qui vont correspondre au bord. Donc, si on considère en plus l'intérieur, ici, notre bord, ça va être ce qu'on s'attend. Et là, on aurait plutôt une variété de dimension 3, parce que si on regarde le point à l'origine, le point complètement au centre, clairement, il ressemble à l'espace de dimension 3. Et si on regarde un point ici, il ressemble à l'espace de dimension 3, mais avec le bord en plus. Donc, le demi-volume, mettons, le demi-cube infini dans des directions et coupé en bas. Et là, si on a ça, on va avoir, si on regarde, on a notre cercle, notre disque en fait. Et donc, on va avoir une variété encore de dimension m-n. Mais ce qu'on peut dire en plus, c'est que le bord de cette nouvelle variété, le bord de f-1 de y, le bord de cette nouvelle variété, ça va être l'intersection avec le bord de notre variété originale m. Donc, c'est quoi le bord du disque? C'est ce qui correspond au bord de la boule à intersecter avec le disque. Donc, ça, c'est deux résultats assez importants qu'on va utiliser dans la suite pour définir le degré. Donc, le degré, là, on va revenir à deux variétés de même dimension, m et n. Donc, on considère une fonction mn, disons que la dimension c'est petit m pour les deux. Et l'idée est pareil, on regarde le nombre de préimages. On a vu qu'on pouvait écrire cela comme jusqu'à xk, disons. Et l'idée, c'est que là-dedans, on a vu que ça, le nombre, c'est pas un invariant. Mais, dans tous ces points, il y en a certains que la différentielle va conserver l'orientation de la variété, et il y en a d'autres que ça va renverser. Donc, je ne vais pas définir précisément c'est quoi l'orientation d'une variété. Je vais faire confiance que vous avez tous une intuition derrière ça, ou vous l'avez déjà vu, ou dans un cours quelconque. Donc, grosso modo, quand on parle d'orientation d'une variété, c'est juste de dire que à chaque point, on a un espace tangent, et l'espace tangent, c'est un espace vectoriel plat, donc on peut trouver une base, et la base qu'il va y avoir, on peut faire des changements de base avec des matrices. Si jamais on définit, par exemple, que la base, maintenant dans l'espace euclidien, on dit la base standard, c'est E1, E2, avec le truc avec 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Et si on dit, si la matrice de changement de base a un déterminant positif, donc toutes les bases qui vont être liées de cette façon-là, on va tous les regrouper ensemble dans une grosse classe. On va dire ça, c'est l'orientation positive. Et
si toutes les matrices qui vont être reliées par un changement de base de déterminant négatif, on va toutes appeler ça genre l'autre orientation. Donc un espace vectoriel va avoir deux orientations, celle donnée par un choix, et toutes celles qui sont reliées par le déterminant positif, par une matrice de changement de base, et l'autre. Et maintenant qu'on a ça, on fait juste le choisir à chaque point de notre variété, on choisit une telle orientation sur notre espace tangent, et on demande que ça varie de façon lisse. Donc, on ne fasse pas de saut trop brusque. Et donc, pour la sphère, l'idée, c'est que l'espace tangent en dimension 2, c'est que l'espace tangent, comme on est dans R3, ça va être, mettons, une base qui va être donnée par deux vecteurs. Mais sauf que là, on peut faire l'arrêt de la main droite et trouver le vecteur orthogonal. Et donc, partout, ça va être le choix d'un vecteur orthogonal à la sphère. Par exemple, si on voudrait orienter la sphère. Et le fait de dire que c'est lisse, on ne veut pas qu'à un point, ça se pointe vers l'extérieur et à l'autre point, tout de suite, ça pointe vers l'intérieur. Donc, ça va ressembler à ça, notre définition. Et donc, maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour chaque point, on peut regarder la différentielle à ce point-là. Et si la différentielle qui est une fonction donc de l'espace tangent du point de départ à l'espace tangent du point d'arrivée, cette différentielle conserve l'orientation. Ça veut dire que selon l'orientation qu'on a choisie ici et ici, elle envoie une orientation positive à une orientation positive, on dit que ça conserve. On va associer à ce point-là, par exemple, le signe plus 1. Et ça, on va le noter signe de dfx. Donc, je répète, si on considère une fonction, donc on a orienté, disons qu'on a orienté comme ça notre espace tangent. On oriente notre espace tangent, l'espace tangent à la droite, c'est la droite elle-même. On va l'orienter dans ce sens-là. Oups. Si jamais, quand on considère la différentielle prend on voit bien des vecteurs ici, avec la même orientation dans cet espace, comme ça, vers là, on met un plus 1, et sinon, on met un moins 1. Donc, ça ressemble à ça. Et là, il va en avoir certains qui vont avoir des plus 1, certains qui vont avoir des moins 1, et notre degré, ça va être juste de sommer tous les points là-dedans et de considérer leur signe. Et notre but, ça va être de montrer que ce truc-là, de montrer très gentiment, parce qu'il reste plus de temps, que tout ce truc-là a deux propriétés intéressantes, qu'elle est invariante par homotopie, donc pour ceux qui connaissent, sinon je vais donner la définition dans un instant, et que peu importe le choix de la valeur régulière qu'on va prendre dans le codomaine, on ne va pas avoir de problème, ça va toujours donner la même valeur. Donc, ça va être ça les deux propriétés. Je vais regarder. Est-ce que je dois finir à j'ai-tu 1 heure ou? 1 heure, c'est comment? 1 heure, c'est pas assez. Non, non, mais je vais m'arrêter. Ok, c'est bon, parfait. Je vais prendre le pourcentage de rester. Non, mais c'est juste savoir si on va être expulsé. Je veux laisser le temps un peu. Ouais, il y a personne après. En général, on laisse le présentateur continuer, mais on invite les gens qui ont besoin de partir à 1 heure pour juste qu'ils restent. Très bien, super. Je vais quand même m'arrêter alors. Ça, c'est vérifié. Ouais. Donc, comme j'ai dit, invariant par homotopie. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'homotopie? On va regarder vite fait. On va dire que deux fonctions, donc une homotopie, c'est entre deux fonctions. On va considérer f et g, encore m dans n. Les deux fonctions, on les prend lisses comme toujours. Aïe, 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 qu'est-ce que j'écris? Et l'idée, c'est que si on arrive à trouver une fonction grand F, qui va définir de...
l'intervalle 0, 1, croix m dans n, et qui respecte les conditions suivantes. Cette fonction doit être lisse. Cette fonction, quand on l'évalue en 0, il faut que ça soit la première des deux. Et quand on l'évalue en 1, il faut que ça soit la deuxième. Donc l'idée, c'est si on est capable de relier les deux fonctions, on peut voir ça comme le temps ou un certain paramètre. Si on trouve un paramètre qui nous permet de relier les deux fonctions et que la nouvelle fonction qu'on fait avec ça reste lisse, on va dire qu'on a une homotopie, grand F, entre la fonction petit f et la fonction petit g. Et donc l'idée, c'est que si on peut déformer la première fonction de façon lisse dans la deuxième fonction, all good, on a notre homotopie. Et une fois qu'on a ça, on peut définir la notion d'isotopie, qui est une notion un peu plus forte, et c'est de dire que notre grand F est, peu importe la valeur de t, ça va être un difféomorphisme entre notre m et notre n. Donc notre t, c'est comme notre paramètre, et là, à chaque valeur de notre paramètre, on va envoyer tous les points de m de façon difféomorphique dans n. Donc on fait juste rajouter ça comme contrainte. Et donc, vu qu'il reste peu de temps, je crois que je vais juste vous présenter les résultats qui nous permettent, un ou deux résultats qui nous permettent ensuite de conclure que c'est invariant par choix de valeur régulière. Et ça va ressembler à ça, je crois. Donc, le premier résultat dont on va avoir besoin, c'est le suivant. C'est que si on a une fonction qui définit du bord d'une variété dans n et qui s'étend à toute la variété. Et une plus grande fonction, grand F, définie de m dans n, avec que grand F restreint au bord, c'est la petite fonction. Si on a un contexte comme ça, alors le degré de notre fonction restreinte au bord va forcément être égal à 0. Donc, malheureusement, j'ai vraiment absolument pas le temps de prouver ça. Donc, on va juste l'énoncer comme ça. Et à partir de ça, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien notre définition d'homotopie, ici, c'est quoi le bord de la fonction grand F? Le bord, non, pas de la fonction, ça n'a pas de bord, mais de cette variété-ci, c'est 0, bord de 0, 1, croix m, égale, c'est 0 croix m, union 1 croix m. Mais sur 0 croix m, c'est quoi notre fonction? On a demandé que c'est f de x. Donc, on a comme un f de x ici, et on a comme notre g de x ici. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce résultat-ci, on est un peu dans ces conditions-là. Si on regarde c'est quoi le degré, donc si on arrive à relier par une homotopie nos deux fonctions f et g, et qu'on regarde c'est quoi le degré, alors, étant le degré du bord, on pourrait le calculer à partir en remarquant ceci. Donc, comme on compte le nombre de points dans la préimage, on pourrait voir que le degré, ça serait le degré de G moins le degré de F. Pourquoi? Parce que quand on oriente, c'est comme, mettons qu'on a un cylindre,
si on regarde c'est quoi l'orientation qui va être dictée, cette orientation pourrait être positive, mais l'orientation dans l'autre sens va être négative. C'est juste par la façon dont on construit, on définit les orientations, on va avoir ce résultat. Donc, si on calcule le degré, on va pouvoir trouver ça, que ça serait le degré ici, moins le degré là, sur le bord. Et ça, par ce résultat-ci, on pourrait montrer que c'est 0. Et donc, on montrerait que c'est invariant par homotopie. Donc ça serait le premier résultat qu'on serait capable de montrer. Et là, pour le deuxième résultat, que ça ne dépend pas du choix de la valeur, on aurait besoin d'un autre, un truc un peu fort qui nous dit que si on a une variété qui est connexe, alors on peut toujours trouver un difféomorphisme qui va envoyer n'importe quel point vers n'importe quel autre point à l'intérieur de la variété et qu'il va le faire de façon à ce ce difféomorphisme va être isotope carrément à l'identité. Donc on peut trouver une homotopie qui va l'envoyer vers l'identité et à chaque instant, ça va juste genre rester toute ligne. Et en gros, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est que, mettons on se restreint à un cas genre, on a une boule, parce qu'au final, si on veut, on pourrait réduire notre problème à celui-ci. On pourrait se demander comment on fait pour envoyer l'origine vers un autre point, dans une petite boule, de façon à ce que, genre, on ne mélange pas tout reste à peu près beau. Donc, mettons qu'on ferait un grillage. Genre, si on regarde l'effet de ce difféomorphisme, on voudrait que ça ressemble à un truc du genre. Que notre point soit rendu là. Donc, à l'extérieur, ça va rester droit. Et là, ça va juste genre bouger un petit peu, mais quand même de façon assez belle. Comme ça, juste assez pour que notre point, qui était autrefois à l'origine, soit maintenant rendu par exemple ici. Et les lignes ici pourraient monter un petit peu et ça donnerait quelque chose du genre. Donc, on voudrait une fonction, un difféomorphisme, qui soit isotope à l'identité, et donc que tout soit à peu près beau. Et pour construire un difféomorphisme comme ça, on fait juste regarder le point dans la direction où on veut aller. On considère un champ de vecteurs comme ça, dans cette direction, et on s'arrange pour le scale, j'ai oublié le mot, pour le redimensionner, de façon à ce qu'il soit 0 partout à l'extérieur, qu'il ait des valeurs positives durant, et que ça nous emmène tous dans la direction. Et là, on peut utiliser le théorème d'existence, d'unicité, blabla, des équations différentielles ordinaires, pour montrer que si on fait juste genre suivre le flow, là, on suit le courant, on va arriver à l'endroit où on veut. Donc ça va nous montrer que j'allais chercher l'énoncé exact, pas dire de bêtises. On prend y, z, deux points arbitraires, et on dit il existe phi un difféo de n dans n, isotope à l'identité tel que h de y égale z. Donc l'idée, c'est que une fois qu'on a montré qu'on peut le faire dans une petite boule, comme on a dit que dans une variété, on peut toujours faire correspondre localement un petit voisinage d'un point
à une boule ou à un espace euclidien. Donc, on fait cette correspondance. Et là, on fait juste déplacer, par exemple, une façon de le voir, c'est qu'on le déplace petit à petit. Et en le faisant suffisamment, on va y arriver. Et tout ça, ça vient du fait que c'est connexe. Donc, tout ça, ça vient du fait que notre variété, on a demandé que ça soit connexe. Et le dernier truc que je peux montrer pour conclure, il faudrait qu'on arrive à montrer que c'est invariant, que le degré est invariant du choix de la valeur régulière. Donc, et pour ça, c'est quoi les hypothèses? Je vais juste lire les hypothèses vite fait. Ok, je les ai pas écrites. Super. On considère les deux valeurs régulières, y et z, nos valeurs régulières, et on se demande, il faut compter le nombre de points dans la préimage avec les signes, les bons signes. Mais une façon de voir, c'est qu'on pourrait essayer d'envoyer le point y sur z à l'aide de ce difféomorphisme-là. Donc, si on compte, on a besoin d'une fonction, et f, c'est notre fonction de... On considère ça, et on regarde par exemple pour la valeur régulière. Je ne me trompe pas, là, je veux z. Z. Donc on a dit, donc notre f c'est notre fonction, notre h c'est notre difféomorphisme, mais il est isotope à l'identité. En particulier, il est homotope. Et donc, quand on prend notre h, on peut le déformer pour réduire ça à l'identité. Donc l'identité composée avec f, ça donnerait f. Et donc, le degré de cette affaire-là, comme on le dit que c'est invariant par homotopie, ça va être le même que le degré de ça va être égal au degré de juste f de z. Parce que ça, c'est homotope à l'identité et qu'on peut le faire. Mais d'un autre côté, quand on regarde vraiment plus la définition et qu'on veut compter le nombre de préimages, le fait de... Voilà, c'est ça. Ok, non, mais... Ah là là, j'aurais pas dû le faire comme ça. Parce que, ok, comment je peux dire ça? Parce que vous vous souvenez si on regarde h rond f moins 1 pour regarder le nombre de préimages, quand on va le faire, ça va nous donner on a cette égalité. F rond h. F rond h. Si je me trompe ici, là, je voudrais mettre f rond h. OK. Parce que Pourquoi j'ai écrit h rond h? évaluer f en deux différents points, tu peux regarder f en deux différents points, en y et en z. Ouais. Alors à droite, tu le regardes en z. Si tu veux regarder f en y, c'est y, c'est h de z. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok, non, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, j'expliquais. Parce que dans la preuve que j'ai faite, je comptais le nombre de préimages, et là, je voulais m'en sortir sans compter le nombre de préimages. Et quand on compte le nombre de préimages, ben, le fait qu'il y ait le moins 1 nous permet d'inverser ici. Et là, il y aurait eu le h-1 de z, parce qu'on appelait... Ça marche toujours pas, non? H ne change pas le Ouais, nombre de préimages.
Parce que c'est un difféomorphisme. Ouais, non, c'est ça, je suis d'accord. Mais est-ce que cette égalité-là est vraie? Ou non? Non? Oui. Oui. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Bon, Si f est et là, ça va nous donner f-1 de y. Et là, si on prend le degré ici, donc le degré de ça va être le même que le degré de ça. Et ça nous permettrait, et comme on a dit, mais là, il faudrait que j'inverse les deux. H rond F n'est même pas défini. De quoi? Ah ouais, H rond F n'est pas défini là. Ben, moins 1. H rond F moins 1 est défini, non? F va de M Attends. dans N ou de... F va de M dans N, Oui, H est de N dans N. OK. Si je ne me trompe pas. Alors, c'est correct. Oui. Ah, bref. Alors moi, j'adore. Vous avez bien? Oui. Ça, c'est le contraire. H rond F. Là, ça aurait de l'allure, au final. OK, on va dire que sur cette conclusion très boiteuse, on peut juste récapituler vite fait. L'idée, ça serait que si on considère H rond F, comme H est isotope à l'identité, on peut l'oublier et dire que c'est le degré de F. Et d'un autre côté, si on considère, quand on va considérer les préimages, comme H ne change pas le nombre de préimages, on va juste se retrouver à regarder le F-1 mais en Y. Et donc, les degrés des deux vont être équivalents. Donc, ça, c'est l'idée. Je l'ai sans doute beaucoup trop mal écrit. Il faudrait que je l'écrive ça mieux, mais bref. J'espère que l'idée a à peu près été comprise. Et sinon, on en rediscutera après. Là, je vais regarder, mais je vais faire mes devoirs comme du monde. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai un petit peu montré qu'on peut faire ce qu'on veut. Là. Que si jamais on n'a pas envie de faire de l'algèbre, on peut faire la topologie différentielle. Merci beaucoup.